lui-même et de l'épidémiologie. Et après, Odile Launay vous reprendra la suite pour vous faire la clinique et le vaccin et la thérapeutique. Alors, un peu de nomenclature. Le virus de la grippe appartient à la famille des Orthomyxoviridae, d'accord. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs virus grippaux. Ça, c'est important. Il y a le virus influenza de type A qui infecte l'homme et les animaux. Et on va beaucoup parler du virus de type A. Il y a les myxovirus influenza de type B qui, eux, sont strictement humains. Et les myxovirus influenza de type C. Et vous voyez ici la façon dont on nomme les souches de grippe. Donc, on met généralement le type ici, donc A, B ou C, le lieu d'isolement, donc là c'est un exemple, hein, le numéro d'enregistrement, l'année et le type d'hémagglutinine et de neuraminidase. On va parler longuement de ces deux protéines de surface du virus qui vont donner tous les différents sous-types viraux. Hein. Donc là, par exemple, c'est H2N2. Donc hémagglutinine de type 2, neuraminidase de type 2. Alors voilà la bête. Donc un virus, vous voyez, donc tout de suite, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas souvent. Hein, vous voyez le génome du virus, comment il est fragmenté. Donc ça, c'est pas très très classique. C'est un virus fragmenté. C'est un virus à ARN, on va le revoir. Et puis ensuite, vous avez la nucléocapside virale ici qui est associée en fait aux ARN et l'enveloppe virale dans laquelle il faut retenir qu'il y a ces deux protéines de surface, ces glycoprotéines de surface très importantes, les spicules d'hémagglutinine et les spicules de neuraminidase. Vous voyez ici déjà on voit le ratio entre l'hémagglutinine et la neuraminidase. Il y a beaucoup plus d'hémagglutinine que de neuraminidase. Hein, généralement, il y en a 5 ou 6 fois plus. Donc ça, à retenir les deux glycoprotéines de surface et puis le fait que ce virus est un génome fragmenté, ce qui est assez particulier. Donc ce génome, des virus A, il est composé de 8 fragments d'ARN de polarité négative. Et, ah oui, il y a une erreur là. L'ensemble des fragments code pour 11 protéines. Et là, ça vous est schématisé ici, hein, les 8 fragments. Donc, vous voyez qu'il y a les 3 premiers fragments qui vont coder pour des protéines qui vont participer à la multiplication de l'ARN viral. Et vous voyez ici, qui est schématisé ici, un fragment d'ARN viral auquel est associé là les petits ronds là un peu jaune transparent, ouais, gris. C'est la nucléocapside virale et puis les 3 sous-unités qui vont participer à la multiplication virale. Donc après vous avez un gène évidemment qui code pour l'hémagglutinine, un gène qui code pour la nucléoprotéine, un gène qui code pour la neuraminidase et des gènes qui codent pour d'autres protéines sur lesquelles on va moins insister parce que elles sont moins importantes, disons, pour le cycle viral. Alors, cette structure en fragments, elle va faciliter les recombinaisons entre souches. Hein, on imagine tout de suite qu'il va pouvoir y avoir des échanges d'une souche à l'autre, d'un fragment complet, éventuellement d'ARN d'une souche à l'autre. En plus, ce qu'il faut noter à ce stade, c'est qu'il n'y a pas d'activité correctrice de l'ARN polymérase virale, donc ça facilite les mutations ponctuelles. Donc on est déjà dans le vif du sujet, c'est un virus qui va présenter une grande variabilité génétique. Alors comment se passe la réplication virale? Eh bien, le virus va se fixer à sa cellule hôte grâce à son hémagglutinine. Donc l'hémagglutinine, donc déjà un rôle très important dans la pénétration du virus dans la cellule hôte. Et en fait, il se fixe sur l'acide sialique. Hein, le récepteur du virus de la grippe, c'est l'acide sialique cellulaire. Donc c'est ce qui vous est schématisé ici. Donc l'hémagglutinine virale, l'acide sialique cellulaire et
on a donc une liaison entre ce récepteur et l'hémagglutinine. Ah, je ne vois plus rien. Ah, si. Alors, d'emblée, je peux vous dire que les hémagglutinines en général, peuvent reconnaître deux types de résidus d'acide sialique. Les types, selon les liaisons que ces acides sialiques font avec la neuraminidase, donc deux types différents, liaison de type alpha 2,6 ou de type alpha 2,3. Alors comme ça a l'air un peu pointu. En fait, ça a vraiment une importance parce que sur les cellules épithéliales, ces résidus d'acide sialique sont présents sur les cellules épithéliales et chez l'homme, on a au niveau des cellules de l'arbre respiratoire haut, c'est-à-dire la muqueuse nasale, la muqueuse des sinus, du pharynx, des bronches, de la trachée, on a en fait des résidus de type alpha 2,6. Et les résidus de type alpha 2,3 sont retrouvés, mais beaucoup plus profondément au niveau des pneumocytes, des alvéoles pulmonaires, et éventuellement et aussi sur les cellules de la conjonctive et de la cornée. D'accord ? Alors que chez les oiseaux, notamment dans les cellules muqueuses intestinales, on va voir que les oiseaux, quand ils s'infectent par la grippe, ils ont des signes, non pas respiratoires, mais des signes digestifs. Eh bien, au niveau de la muqueuse intestinale, on a des acides sialiques de type alpha 2,3. Et chez le porc, on retrouve les deux types d'acides sialiques. Donc ce phénomène, ça va participer à la barrière d'hôte, parce qu'en effet, quand on va s'infecter avec un virus qui a une hémagglutinine de type aviaire, eh bien, elle va être capable, cette hémagglutinine, de se fixer sur les résidus d'acide sialique de type alpha 2,3. D'accord ? Donc, ça va donner une espèce d'impasse biologique, puisque au niveau de notre tractus respiratoire haut, on n'a pas ce type de résidus. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne s'infecte pas facilement, une des raisons pour laquelle on ne s'infecte pas facilement avec les virus aviaires. Il y a des exceptions. Les virus aviaires hautement pathogènes, dont on va reparler un peu après, sont, eux, quand on a un inoculum massif, c'est-à-dire quand on rencontre le H5N1 de façon très très importante, les éleveurs de poulets, les gens qui sont très très exposés éventuellement à ce virus, eh bien l'inoculum va être massif et il va y avoir du virus qui va pénétrer jusque dans les alvéoles pulmonaires avec le risque de pneumopathie parce qu'à ce niveau-là, le virus va pouvoir s'accrocher et pénétrer dans les pneumocytes. D'accord ? Et donc, en fait, pour qu'un virus aviaire devienne vraiment adapté à l'homme et qui donne des épidémies importantes et avec une transmission d'homme à homme, il faut qu'il y ait une transformation de son hémagglutinine et qu'elle soit capable de devenir une hémagglutinine qui peut se lier aux résidus d'acide sialique de type 2,6. Donc, il y a une adaptation. Donc, c'est ça quand on vous dit les souches aviaires, elles ne sont pas adaptées à l'homme. Donc, du coup, il y a des cas, mais c'est des cas sporadiques. Et il n'y a pas de transmission d'homme à homme. Eh bien, c'est en partie lié à ce phénomène de la spécificité de l'hémagglutinine. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le virus pénètre dans la cellule par endocytose. On a ensuite formation d'un endosome avec une déstructuration de l'enveloppe virale et une libération des nucléocapsides dans la cellule hôte. Il va y avoir une réplication ensuite virale. Rien de très particulier à ce stade. Donc, je vous reprends l'hémagglutinine. Donc, l'hémagglutinine, c'est vraiment une glycoprotéine clé du virus grippal. D'abord, on l'a vu parce que c'est le récepteur, c'est le résidu qui va s'attacher au récepteur, donc un rôle clé pour la pénétration dans la cellule. Ensuite, vous voyez que cette hémagglutinine ici, elle vous est schématisée là. Donc, elle a une partie ici qu'on appelle la tête de l'hémagglutinine, dans lequel il y a ce fameux site de fixation. Et puis, il y a une tige ici qui contient ce qu'on appelle le peptide de fusion. Et lorsque le virus a réussi à pénétrer dans la cellule, on va avoir en fait une séparation de la partie haute et de la partie basse de l'hémagglutinine. L'hémagglutinine va se séparer en deux parties et il va y avoir libération de ce qu'on appelle le peptide de fusion qui va permettre, ce qu'on vient de voir juste avant, la fusion de membranes entre la nucléocapside virale et dans l'endosome, avec l'enveloppe de l'endosome.
D'accord? Donc ça, c'est très important aussi pour les premières étapes du cycle viral. Et puis aussi, l'hémagglutinine va avoir, comme elle est à la surface du virus, elle va avoir un rôle antigénique majeur. D'accord? Et ce rôle antigénique va lui permettre, il va y avoir des sites qui vont provoquer la synthèse d'anticorps neutralisants et qui vont pouvoir protéger les sujets. Alors pendant très longtemps, on connaissait dans l'hémagglutinine que les régions on connaissait bien l'hémagglutinine, mais disons, on s'intéressait surtout aux anticorps qui se dirigent contre les portions hypervariables. Donc dans la tête de l'hémagglutinine, il y a des régions très très variables, on va le revoir, qui varient au fur et à mesure des épidémies. Et il y a des anticorps qui vont être dirigés contre ces zones hypervariables et qui donc ne vont protéger que, ou de façon assez restrictive, contre la souche qui circule, cette année-là par exemple. Et puis dans les dernières années, surtout depuis l'épidémie de 2009, les différents chercheurs qui travaillent là-dessus ont mis en évidence des régions en fait qui sont conservées au niveau à la fois de la tige de l'hémagglutinine, mais aussi au niveau de la tête. Donc il y a des zones qui sont conservées et qui provoquent, évidemment il y a des régions conservées, mais c'est des régions conservées qui provoquent la synthèse d'anticorps neutralisants. Et donc là, il va y avoir une protection qui sera beaucoup plus large, puisque ce sont des zones qui sont conservées au sein des différentes hémagglutinines. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant sur le plan du vaccin et comme cible éventuellement des nouveaux antiviraux. Ça permettrait, et ça je pense qu'Odile va vous aborder évidemment le vaccin. Là pour le moment, vous savez qu'on se vaccine tous les ans avec les souches qui circulent l'année en question. Là, on peut peut-être penser que dans un avenir proche, je ne sais pas si c'est vraiment proche, enfin dans un avenir dans le futur, on pourrait avoir des vaccins plus universels, c'est-à-dire qui protègent contre les différentes souches et non pas juste contre la souche qui circule à ce moment-là. D'accord ? Alors après, la dernière étape qui est importante à connaître dans la réplication virale, c'est l'étape de la sortie du virus de la cellule. Donc quand le virus sort de la cellule, une fois qu'il est tout fabriqué, formé, les néovirions, en fait, ils s'attachent, ils restent attachés avec la cellule qui leur a donné naissance, parce qu'il y a une liaison qui se forme entre l'acide sialique, il y a toujours de l'acide sialique sur la cellule, et l'hémagglutinine des néovirions. Donc pour que le virus se détache et qu'il soit libre et qu'il aille infecter la cellule voisine et que du coup l'infection se pérennise, eh bien, en fait, le virus utilise cette autre glycoprotéine d'enveloppe, qui est l'acide sialique, qui a la particularité de pouvoir couper cette liaison entre l'acide sialique de la cellule et l'hémagglutinine, d'accord ? Donc cette neuraminidase, elle va pouvoir être la cible aussi de certains antiviraux qui vont venir la bloquer. Alors le réservoir de la grippe, et là je parle de la grippe A, ce sont les oiseaux sauvages. Donc on retrouve du virus et notamment les canards sauvages. On retrouve du virus dans tous les canards sauvages. Au niveau donc de leur épithélium respiratoire, mais surtout de leur épithélium digestif. Et c'est avec les déjections des canards qu'il va y avoir des contaminations, éventuellement des os ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que la grippe est asymptomatique normalement chez les canards. Et tous les sous-types, enfin presque tous les sous-types de grippe que l'on connaisse, c'est-à-dire de H1 de l'hémagglutinine de type 1 à l'hémagglutinine de type 16, donc 16 différents types d'hémagglutinine, et de la neuraminidase de type 1 jusqu'à celle de type 9, sont retrouvés chez les canards sauvages. Dans les autres espèces, la grippe, cette fois, elle est symptomatique, et seuls certains sous-types sont retrouvés.
Donc, chez les oiseaux domestiques, chez les chevaux, on retrouve certains sous-types qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on retrouve chez l'homme. Et chez l'homme, pour le moment, ce qui est décrit comme adapté à l'homme, ce sont des souches avec des hémagglutinines de type 1, 2, 3 et des neuraminidase de type 1, 2. Et le porc, lui, c'est le seul animal qui peut s'infecter à la fois par des souches d'origine aviaire et par des souches d'origine humaine. Et on considère que c'est en partie au moins chez le porc que se font les réassortiments des différents types de grippe. Alors, à noter qu'il y a des nouveaux sous-types, le sous-type des hémagglutinines 17 et 18, qui ont été retrouvés dans les dernières années chez les chauves-souris, mais c'est uniquement l'ARN génomique qui a été retrouvé. Je pense qu'il n'y a pas eu de culture qui a réussi à faire pousser le virus à partir de chez ces animaux. Alors donc il y a une transmission interespèce du virus influenza, donc à partir du réservoir vers les différents mammifères que vous voyez ici, dont l'homme. Voilà, donc ça vous résume que le tropisme des virus grippaux, donc bien comprendre que chez les animaux, c'est plutôt des signes digestifs, c'est une localisation plutôt digestive, et chez les mammifères, une localisation respiratoire. Donc la spécificité d'hôte, on en a déjà un petit peu parlé, elle est liée donc en partie à l'hémagglutinine, on l'a vu, avec ces histoires de liaison alpha avec l'acide sialique qui est différente chez les souches, pour les souches d'origine humaine et les souches d'origine aviaire. Il y a aussi des différences sur les nucléocapsides virales qui sont différentes selon les espèces. Et sur la polymérase virale, il y a des acides aminés qui sont toujours conservés. Par exemple, vous voyez ici, il y a différents acides aminés qu'on retrouve au niveau du gène qui code pour la PB2, qui sont listés ici, peu importe, hein, c'est juste à titre d'exemple. Donc, dans les souches aviaires, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes acides aminés qu'on retrouve au niveau des souches qui sont adaptées à l'homme. Hein. Je ne sais pas si on voit bien ça, oui. Et là, ce sont donc des arbres phylogénétiques qui sont basés sur les séquences nucléotidiques ici, de la nucléoprotéine virale, et ici sur les séquences d'acides aminés. Et vous voyez que les souches humaines, qui sont représentées ici, sont vraiment, sont clusterisées, sont ensemble et sont différentes des souches, par exemple du porc, des souches des oiseaux, etc. etc. Hein. Donc, c'est pour vous illustrer le fait qu'il y a une génétique virale particulière en fonction des espèces. Sur la nucléoprotéine, mais aussi sur les autres, les magglutinines, etc. Mais là, l'exemple, c'est la nucléoprotéine. Alors, je ne sais pas si Odile va aborder ça, mais tout de suite, dire que la grippe, c'est extrêmement contagieux. Vous savez que c'est un virus qu'on retrouve partout dans le monde, que les épidémies de grippe diffusent en été dans les hémisphères sud et en hiver dans l'hémisphère nord. La transmission, c'est un contact interhumain direct, et ça vous montre ça ici, qu'on peut s'infecter donc avec les gouttelettes respiratoires, mais aussi, et probablement de façon importante, via les objets contaminés. C'est-à-dire dans le métro, hein, si vous êtes assis en face de quelqu'un qui a la grippe, il va pouvoir vous contaminer parce que, en effet, il vous respire dessus. S'il est vraiment tout près, hein, en face, dans le même carré, là. Mais aussi, si vous vous tenez à la barre pour ne pas tomber et qu'il y a un grippeux, hein, si j'ose dire, qui s'est tenu quelques minutes avant avec sa main pleine qui a crachoté dans sa main, et que vous prenez la barre juste après, vous avez aussi de grandes probabilités de vous infecter. Donc c'est respiratoire, mais c'est aussi manuporté. Hein. Alors, les virus de type A sont ceux dont on entend finalement le plus parler parce que c'est les seuls qui soient responsables des grandes pandémies, hein, donc les grandes pandémies qu'on a vues depuis le XXe siècle.
Donc, ils vont être responsables de ces grandes pandémies et sont aussi responsables des épidémies que l'on a tous les hivers. Hein. Tandis que les virus de type B, ils donnent des petites épidémies, généralement plus localisées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on note, c'est avant, il y avait des années où il n'y avait que du virus A qui circulait. Voilà, on n'avait pas du tout de virus B, ou des années où il y avait plus de virus B, mais le virus B ne circulait pas tous les ans. Or, on a remarqué depuis une dizaine d'années que le virus B circule en fait tous les ans. Et on a une espèce de schéma où on a d'abord le virus A, hein, qui est là au début de l'infection, et plutôt en fin d'infection, ou au milieu de l'infection, on commence à avoir du virus B. Et cette année, on a eu pas mal de virus B, on a presque, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai pu, voir dans les résultats qu'on a rendus à l'hôpital, on a eu pratiquement autant de virus B que de virus A. Hein. Donc, il y a une co-circulation des deux virus qui n'existait moins, disons, auparavant. Et les virus C sont des cas sporadiques et on les diagnostique moins fréquemment, beaucoup moins fréquemment. Alors, les variations antigéniques, elles existent sur l'hémagglutinine, on l'a vu, mais aussi sur la neuraminidase. Et il y a donc deux types de variations. Les variations dites progressives, ou glissement, ou dérive antigénique, ou drift en anglais, hein, qui en fait sont des différences mineures dans l'antigénicité et la structure de ces protéines d'enveloppe, et qui sont responsables des épidémies, des épidémies annuelles. Et les variations majeures, en fait, c'est qu'on appelle aussi des sauts antigéniques, des cassures antigéniques ou des shifts en anglais. C'est un changement en fait total de l'antigénicité de la structure de l'un ou l'autre des antigènes d'enveloppe, voire des deux. Et c'est eux qui sont responsables, c'est ces variations majeures qui sont responsables des grandes pandémies, hein, qui sont donc exclusivement, donc là je le redis, pour la grippe A, et évidemment qui diffusent rapidement, qui ont un taux d'attaque particulièrement élevé, puisqu'il y a un changement antigénique majeur et une moindre protection des populations. Alors, les mécanismes de ces variations, les variations mineures ou les glissements sont en fait la sélection de mutants préexistants dans une population virale qui est hétérogène, c'est-à-dire que quand on est infecté par un virus de la grippe, toutes les séquences, si on séquence de multiples virus de la grippe, enfin si on séquence de façon très profonde nos virus de la grippe, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous identiques, que les génomes ne sont pas tous identiques. Il y a des mutations en permanence, qu'on appelle des quasi-espèces. Hein. Et donc, à partir de ces quasi-espèces, peut émerger un mutant, un mutant léger, un petit mutant, qui va après diffuser dans le sujet d'après. C'est-à-dire qu'au sein d'une épidémie, quand on regarde les souches virales en début d'épidémie, là, cette année, par exemple, quand est-ce qu'elle a commencé déjà l'épidémie? En décembre. Voilà, si on regarde le génome en décembre et qu'on va le regarder à la fin de l'épidémie, là, c'est pas tout à fait fini, on est fin février, ça sera fini probablement début mars, eh bien, on a eu des différences importantes dans le virus. Hein. Donc, ça évolue en permanence dans notre organisme. Et c'est ça qui est responsable de ces variations mineures. Et les variations majeures, elles sont essentiellement le fait de réassortiments génétiques entre des souches humaines et des souches animales. Hein. Et c'est du coup, c'est ce qu'on peut voir, notamment avec des infections par des virus multiples chez le porc et des réassortiments qui se passent chez le porc. Voilà. Donc ça vous schématise les différentes pandémies qu'on a eues au XXe siècle. Donc la première, la pandémie de grippe espagnole, juste après la Première Guerre mondiale. Donc vous savez qu'elle a fait énormément de dégâts et qui était un virus de type H1N1 d'origine aviaire. En 1957, il y a eu aussi une pandémie grippale qui était un réassortiment de l'H1N1 humain avec un virus H2N2 aviaire. Il y a eu aussi beaucoup de décès rapportés. En 1968, nouvelle pandémie
avec, dite la grippe de Hong Kong, avec des rassortiments entre le virus humain H2N2, qui était présent dans la population, et un virus aviaire portant une H3. Donc, on a eu émergence de l'H3N2. D'accord. Et quand on arrive, là, c'était, vous voyez, c'est une publication de 2007, donc c'est avant la pandémie de 2009. On a du H1N1 qui est toujours présent, de temps en temps du H3N2, selon les années. On peut avoir tous ces virus. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Eh bien, c'est un nouveau variant de type H1N1 qui est un réassortiment, en fait, une espèce de mosaïque entre un virus d'origine porcine, humain et aviaire. Hein, donc, un mélange de trois types de virus de trois espèces différentes. Donc, comme vous le savez, donc, il y a eu beaucoup de cas rapportés, il y a eu beaucoup de sujets atteints, il y a eu un taux d'attaque important, mais avec une mortalité qui est restée très faible dans le cadre de cette pandémie. Alors, un mot sur la grippe aviaire avant de passer la parole à Odile. Donc, les souches aviaires, elles sont hautement pathogènes. Enfin, les souches aviaires, elles ne sont pas toujours hautement pathogènes, excusez-moi, mais elles peuvent être hautement pathogènes. Et elles sont responsables d'épizooties, c'est-à-dire elles vont détruire, hein, comme vous le savez, des élevages entiers de volailles. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? In vitro aussi, on voit qu'elles sont très pathogènes. Quand on est dans le modèle de la souris, quand on infecte des œufs embryonnés de poulet, elle les détruit, on n'arrive pas à les multiplier dans les œufs embryonnés de poulet. Elles se répliquent en culture cellulaire de façon très très importante, très virulente. Et en fait, il s'agit de sous-types de souches aviaires qui possèdent des hémagglutinines de type H5, H7 ou H9, qui possèdent en fait des acides aminés basiques supplémentaires au niveau du site de clivage. Hein, vous savez, ce site de clivage qui permet de cliver la tête et la queue, enfin la tige de l'hémagglutinine. Et donc, ces souches, elles ont un site de clivage particulièrement actif, et c'est la raison pour laquelle elles sont aussi virulentes. Alors, on décrit ces épizoopsies à souches aviaires très pathogènes depuis quand même pas mal de temps. Hein, il y a eu 21 flambées de ces grippes aviaires depuis le milieu du XXe siècle, hein, ici. Et donc, ce qui se passe en ce moment, ce qui circule en ce moment, c'est les sous-types H5N1, donc les grippes aviaires de type H5N1, qu'on retrouve surtout en Chine, mais qui a diffusé aussi de façon sporadique dans d'autres pays. Et puis le sous-type H7N9, que l'on retrouve en Chine. Donc les virus aviaires ne sont habituellement pas transmissibles à l'homme. Il faut vraiment des circonstances épidémiologiques particulières. Et ce sont en effet, les gens qui s'infectent, ce sont des gens qui sont vraiment en contact extrêmement rapproché avec ces souches aviaires. Donc généralement, ce sont des gens qui vivent à la campagne, en contact avec des éleveurs de volailles ou autres. Et pour le moment, ces souches aviaires ne sont pas adaptées à l'homme, donc elles ne se transmettent pas d'un homme à un autre. Ça reste des cas isolés. Donc ça, c'est pour vous illustrer qu'il y a en effet dans les pays d'Asie du Sud-Est et en Chine beaucoup de contacts entre les individus, enfin les hommes et les volailles. Voilà. Et du coup, là, c'est juste pour vous résumer, c'est un petit tableau que j'ai repris là dans les données de l'OMS pour vous montrer qu'il y a des cas de grippe aviaire donc de façon sporadique. Vous voyez, depuis 2003, il y a eu 860 cas déclarés de grippe H5N1 avec 454 décès. Donc, vous voyez que c'est hautement pathogène pour l'homme, puisque un sujet sur deux décède de ce virus quand il est infecté. Et ça, ce sont les cas humains de contamination à grippe hautement pathogène H7N9, qui se circulent uniquement en Chine.
Donc il y a eu à peu près un peu moins de 2000 cas rapportés en Chine depuis 2013 et plus de 600 décès. Donc vous voyez aussi hautement pathogène pour l'homme. D'accord ? Mais pour le moment, ça reste cantonné à l'homme. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le virus et l'épidémiologie. Et Odile va continuer.